Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau Facebook Live du jeudi 18 mars 2021. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à la page Facebook, ou si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça vous permet d'avoir plein d'informations sur le métier de business analyst ou sur les activités d'analyse métier de manière plus générale, parce qu'on n'a pas besoin d'être business analyst pour réaliser des activités de business analyse. Je vous envoie toujours plein d'informations avec la newsletter, que ce soit des articles, des vidéos, des notifications d'événements autour de la business analyse. Donc c'est quelque chose qui peut vous intéresser tous les 15 jours d'avoir toutes ces informations-là. Alors, le jeudi, c'est donc le Facebook Live. Je réponds en direct à une question que vous vous posez ou que vous me posez. Et aujourd'hui, c'est à Michael que je réponds. Michael me dit ceci, alors je prends juste un extrait de son commentaire. Sur un projet, par exemple une appli web qui est déjà développée mais sans document, comme ça arrive trop souvent pour les startups, par quel document faut-il commencer pour faire une évolution? Les SFG ou les SFD, donc spécification fonctionnelle générale ou spécification fonctionnelle détaillée. Faut-il d'abord documenter l'existant? Et pour une évolution, est-il nécessaire de mettre à jour les spécifications fonctionnelles du sous-système qui doit évoluer? Pouvez-vous m'éclairer? Donc honnêtement, dans son commentaire, il y avait énormément de sujets que j'aurais pu adresser dans plein de lives différents, enfin dans un seul live, mais ça aurait pas été un live, ça aurait été une journée entière de formation. Donc j'en ai retenu un seul qui est les rétrospécifications, qu'est-ce que c'est et à quoi servent-elles? Donc ça va être vraiment l'objet du live d'aujourd'hui. Alors, un plan, comme d'habitude, je vais d'abord vous rappeler le cycle de vie d'une solution informatique. Ensuite, je vais vous refaire un petit focus sur ce qu'est la conception fonctionnelle et en dernière partie, je vais répondre à sa question, à la question de Michael, sur les rétrospécifications fonctionnelles, à quoi servent-elles et pourquoi est-ce qu'on doit en faire en fait. Donc là, vous avez compris, dans la business analyse que j'adresse aujourd'hui, c'est les systèmes d'information. Donc pour mes mots, on a le business analyst qui est axé sur des projets de gouvernance, business analyst axé sur des projets purement métiers, cartographie, processus, etc. Et puis après, il y a 80% des business analysts qui travaillent dans le cadre de projets de systèmes d'information, projets informatiques donc. Et donc là, les rétrospécifications fonctionnelles, c'est pour les projets de systèmes d'information. Première partie donc, un tout petit rappel sur le cycle de vie d'une solution informatique. Donc, parce qu'il faut que vous compreniez en fait où arrive la partie de la conception fonctionnelle qui fait qu'on va écrire des spécifications fonctionnelles et donc les rétrospécifications, qu'est-ce que c'est et quand est-ce qu'elles arrivent. Donc, le cycle de vie d'une solution informatique, on va tout d'abord avoir un pré-projet. Donc, on va faire une étude d'opportunité, on va faire un business case, c'est-à-dire l'analyse financière en fait. En fait, on va essayer de valider que le besoin de lancer un projet informatique, il est fondé et qu'il y aura un retour sur investissement pour l'organisation qui va du coup mettre le budget sur la table. Il y a aussi parfois des pré-cadrages pour les gros projets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pré-projet. Une fois que cette pré-étude est réalisée, l'organisation, les managers, ils vont dire ok, est-ce que finalement on continue, on va lancer le projet ou pas? Si c'est un go projet, c'est là qu'il va y avoir le lancement d'un projet structuré avec une équipe projet, un chef de projet, avec une équipe, un budget, etc. Et donc dans le cadre de ce mode de projet, le but, c'est de délivrer la solution de système d'information. Donc, vous allez passer par tout ce qui est analyse, analyse des besoins, analyse des exigences métiers, etc. Ensuite, vous allez faire la conception fonctionnelle. Donc, ça, c'est vraiment la partie du business analyst. C'est lui qui arrive en début de projet. Donc, analyse, conception fonctionnelle. Ensuite, une fois que la conception fonctionnelle est réalisée, c'est l'équipe technique qui va prendre le relais avec, par exemple, l'architecte qui va réfléchir à l'architecture. Évidemment, vous allez avoir toute la partie spécification technique détaillée qui va réfléchir de manière technique à la solution avant de la réaliser. Donc après, il va y avoir effectivement la réalisation de la solution technique, le développement. Donc là, les développeurs vont être sollicités pour coder. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est test. Donc, on va tester techniquement, on va tester l'intégration des différents systèmes entre eux, et puis on va tester de manière fonctionnelle, donc les fonctionnalités qui ont été développées, qu'elles soient correctes. On va après vérifier tout ce qui est l'acceptance utilisateur, que ça répond bien aux besoins des utilisateurs dans le cadre de leur travail quotidien. Après, on va déployer la solution.
Donc là, je vous ai donné un exemple de projet traditionnel, cycle en V ou en cascade, mais quelle que soit en fait la méthode de projet utilisée, vous avez ces phases-là, sauf que le timing n'est pas le même, le périmètre fonctionnel n'est pas forcément le même, mais vous avez grosso modo ces grosses phases-là. Et une fois que la solution ou la fonctionnalité a été du coup développée, testée et validée, eh bien, elle est déployée pour que les utilisateurs ils puissent l'utiliser. C'est ce qu'on appelle le go live ou la mise en production ou le mode run. Ça dépend vraiment des entreprises. Dans ce mode post-projet, donc là on arrive à la troisième étape, on va dire, d'un cycle de vie d'une solution, qui est la maintenance évolutive et corrective. Donc, il y a eu entre-temps la phase de garantie que je vous passe aussi rapidement. Donc ça c'est la troisième phase. Jusqu'à ce que la solution, en fait, elle soit obsolète, elle meurt, ben, vous avez une phase de maintenance évolutive et corrective qui va se dérouler. Donc ça, c'est pour bien comprendre dans quoi on va faire les spécifications fonctionnelles, puisque là, dans le sujet du live, c'est à quoi servent les rétro-spécifications fonctionnelles. Donc dans le cadre de ce cycle de vie de la solution, vous avez la conception fonctionnelle, que ce soit en mode projet où vous concevez la solution dans son ensemble, ou que ce soit dans le cadre de la maintenance évolutive et corrective où vous allez faire une conception fonctionnelle soit sur une demande d'évolution par exemple en particulier, donc très précise. Alors la conception fonctionnelle, ça c'est la deuxième partie de ce petit live. Je vais quand même la redéfinir également parce que je sais que face à moi, il y a pas mal de débutants ou même de business analysts qui ne le sont pas encore et qui ne savent pas ce que c'est. Donc la phase de conception fonctionnelle, c'est l'activité du projet ou de la phase de maintenance évolutive et corrective pendant laquelle le business analyst il va réfléchir à la manière dont le système d'information cible, le logiciel, va satisfaire les besoins métiers. Là, on va parler d'exigences fonctionnelles et d'exigences non fonctionnelles. J'ai fait des lives et des articles sur le sujet. Si ça vous interpelle et que vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne YouTube ou dans mon blog. J'en ai parlé plusieurs fois. Donc, le business analyst, pendant la conception fonctionnelle, il va commencer par lister les fonctionnalités de haut niveau, donc vraiment de manière macroscopique. Par exemple, je ne sais pas si vous devez concevoir, on va dire un téléphone, un smartphone. Les fonctionnalités macroscopiques, ça pourrait être téléphoner, ça pourrait être envoyer des messages, surfer sur Internet. C'est vraiment de manière macroscopique. Ensuite, le business analyst va prioriser ces fonctionnalités de haut niveau en fonction des contraintes du projet, en fonction des contraintes de l'organisation cliente, en fonction des besoins métiers, bien sûr, et puis éventuellement des contraintes techniques de la solution. Parce que par exemple, si vous devez travailler sur une solution d'éditeur, une solution de business intelligence, un ERP, etc., vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous dépendiez de ce qui est possible de faire dans la solution d'éditeur. Vous pouvez customiser après, mais vous dépendez de ce qui existe. Donc voilà, et ensuite toujours dans cette phase de conception fonctionnelle, une fois que vous avez listé les macro-fonctionnalités de haut niveau et que vous les avez priorisées, ça c'est ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles générales ou le product backlog dans les approches agiles, on y reviendra juste après. Et bien vous allez identifier et décrire les exigences détaillées de la solution. Donc ça c'est la conception fonctionnelle et ça m'amène à vous décrire très rapidement aussi ce que sont les livrables et les artefacts de la conception fonctionnelle informatique. Je vais passer très vite, je m'en excuse si vous découvrez encore une fois le métier de business analyst, les projets de système d'information, ça ne vous parlera peut-être pas facilement et forcément immédiatement. Encore une fois, je vous redirige vers d'autres vidéos et le reste de mon site pour avoir plus d'informations, mais c'est vraiment pour vous donner les grandes lignes. Donc le business analyst, dans la conception fonctionnelle, on va lui demander d'écrire, de mettre par écrit la conception fonctionnelle avant que la solution soit développée. Quand c'est des projets gérés de manière non agile, c'est-à-dire ce qu'on appelle les projets gérés de manière, les cycles en V, donc les projets gérés de manière traditionnelle, cycle en V, cycle en cascade, donc en gros tout ce qui est non agile. Vous avez des livrables qui s'appellent les spécifications fonctionnelles générales et également les spécifications fonctionnelles détaillées. Donc c'est dedans que vous allez décrire d'une part les fonctionnalités de haut niveau, priorisées, et d'autre part que vous allez les décrire de manière très très pointue.
Ça inclut en fait tout ça, le glossaire, les règles métiers, les prototypes ou maquettes, la modélisation, les exigences non fonctionnelles. Donc quand je parle de spécification fonctionnelle, je parle de tout ça en même temps. Le format, donc dans tous ces livrables de gestion de projet non agile, c'est des documents qui sont exhaustifs, très détaillés, très précis, et donc qui décrivent tout cela de manière exhaustive, claire et non ambiguë. Et là, la liste des exigences que vous allez décrire sur le papier, c'est c'est une liste qui est figée et qui peut, voire pas du tout évolutive. Une fois qu'on l'a écrite, on va transmettre à l'équipe technique, ils vont le développer. Et s'il y a des évolutions, c'est très compliqué de revenir en arrière, voire c'est pas possible, on va demander un avenant par exemple au projet. Quand vous travaillez sur des projets gérés de manière agile, Scrum, Extreme Programming, etc. Alors, ça encore, si vous ne connaissez pas, je vous oriente vers tout ce qui est gestion de projet, que ce soit dans mon blog ou dans d'autres sites internet qui sont spécifiques à la gestion de projet pour comprendre ce que c'est que tout ça. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes business analyst dans le cadre de projets gérés de manière agile, vous n'allez pas écrire de spécifications fonctionnelles. Ça n'existe pas. À la place, il y a ce qu'on appelle le product backlog et les user stories. Qui sont en fait une description légère de la conception fonctionnelle. Mais c'est vraiment très léger. Donc quand je dis très léger, par exemple, les user stories, c'est en général une feuille A4, simplement une simple feuille, qui est formalisée toujours de la même manière, enfin toujours de la même manière. En général, en tout cas, on utilise la même manière. On dit, par exemple, en tant qu'utilisateur ou en tant que comptable, par exemple, je veux pouvoir gérer mon plan comptable général afin de... je ne sais pas trop quoi, enfin, j'ai pas d'exemple en tête, excusez-moi. Mais en fait, la formulation d'une user story, c'est en tant que l'utilisateur, je veux, et là on donne ce qu'on veut faire, la fonctionnalité ou le besoin, peu importe, afin de, donc là on donne l'objectif. Donc c'est très léger, vous voyez, c'est pas du tout une documentation comme une spécification fonctionnelle détaillée qui est décrite de manière très très pointue, très très exhaustive, c'est très léger. Le format du product backlog qui est entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais bon, je donne un exemple, c'est un petit peu les spécifications fonctionnelles générales, c'est-à-dire macro-fonctionnalité priorisée. Bon, c'est pas ça complètement, donc sautez pas en l'air si vous êtes spécialiste en agile, c'est pas la même chose, mais c'est de la conception fonctionnelle générale quand même, avec une notion de gestion de projet, puisqu'on priorise en fonction de la réalisation du logiciel. Bien, le product backlog, en fait, c'est quoi? C'est en général un tableau qui est visible par toute l'équipe agile et qui va recueillir les besoins, les fonctionnalités, tous les items en fait qui sont classés par ordre de priorité de réalisation. Et imaginez simplement voilà, un tableau sur lequel on met des post-it ou des feuilles cartonnées qu'on fait bouger en fonction de la priorisation et qui peut être alimenté par tout le monde en fait. Donc après ça dépend des projets. Dans certains projets il n'y a que il y a que certains rôles projets qui ont le droit d'y toucher, mais en général le but c'est que chacun puisse rajouter son item en fait dessus. Donc là c'est pas du tout formalisé comme dans les projets traditionnels. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus léger là encore. C'est une liste d'items qui est évolutive, contrairement au projet traditionnel qui est encore une fois figé. Là, ça évolue tout le temps, tout au long du projet, même du cycle de vie de la solution, que ce soit en termes de contenu ou de priorisation dans le planning de réalisation. Donc, encore une fois, c'est très léger. Et il n'y a pas de spécification, ce n'est pas des gros pavés qui décrivent la solution. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour que vous compreniez bien qu'il y a deux cas de figure, entre guillemets. Quand on parle de spécification fonctionnelle, on parle en général des projets gérés de manière non agile. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conception fonctionnelle. D'où le troisième, ma réponse en fait à la question de Michael, et donc ma troisième partie sur les rétrospécifications fonctionnelles, à quoi elles servent. Alors, tout d'abord, je dirais qu'il y a deux questions. La première chose, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de spécification fonctionnelle, puisque je vous ai expliqué qu'il y a un cycle de vie dans la solution et qu'avant de réaliser, on a une phase de conception fonctionnelle, et si on est en approche non agile traditionnelle, on a forcément normalement dû écrire des spécifications fonctionnelles avant de passer le bébé à l'équipe technique. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de spec fonctionnel ?
Et puis, ça c'est la première question. Et la deuxième question, finalement, à quoi ça sert de faire des rétrospécifications fonctionnelles, puisque j'ai oublié de vous donner la définition d'une rétrospec, mais une rétrospécification fonctionnelle, c'est tout simplement des spécifications fonctionnelles qui ont été écrites après la phase de conception fonctionnelle et même après la réalisation, le développement de la solution technique. Donc pourquoi finalement on devrait faire des spécifications fonctionnelles a posteriori? Donc ça c'est la deuxième question, puisque c'est une très bonne question et que certains se posent et ils voient apparaître cette question lorsqu'ils sont eux-mêmes business analystes, en général en phase de maintenance évolutive et corrective. Première question, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de spec, de spécification fonctionnelle? Alors j'ai réfléchi ce matin à comment vous répondre et en fait je suis allée un peu sur internet, j'ai regardé sur Wikipédia l'histoire de l'informatique parce qu'en fait ça explique pas mal de choses. Dans les projets traditionnels, il faut déjà comprendre que déjà l'histoire de l'informatique elle est assez récente puisque c'est seulement une soixantaine d'années, c'est depuis 1966 d'après ce que j'ai pu voir. Et quand en fait l'informatique grand public a commencé à être mise en œuvre, on s'intéressait à la partie technologique uniquement, c'est-à-dire la dimension physique, les machines et les réseaux, la dimension logicielle. Et aussi tout ce qui est interface homme-machine, puisqu'il y a eu l'arrivée des ordinateurs individuels dans les années 80, mais avant c'était surtout des gros serveurs, il n'y avait pas d'interface homme-machine. L'informatique aussi, dans l'histoire de l'informatique, c'était la dimension applicative pour définir les échanges en fait entre les objets et les processus informationnels utilisés. Et puis après, il y a dans l'histoire de l'informatique ce qu'ils appellent la dimension sociale dans Wikipédia, donc je reprends le terme, c'est-à-dire les usages de l'informatique dans tous les domaines et son insertion dans les pratiques de tout un chacun dans sa vie de tous les jours. Donc moi, j'appelle pas ça une dimension sociale, j'appelle ça plutôt les besoins métiers, l'application et l'utilisation par les utilisateurs finaux. Alors, toujours en revenant dans l'histoire de l'informatique, dans les années 90, il y a eu l'explosion de l'informatique, des projets informatiques, notamment avec l'utilisation d'Internet, la numérisation, de plus en plus d'objets connectés, ça c'est même arrivé encore plus tard. Et donc, il faut savoir qu'il y a pas mal de logiciels qui ont été développés sans cette dimension sociale, comme dit Wikipédia, c'est-à-dire qu'on était axé sur la partie technologique, applicative, logicielle, machine, réseau. On n'était pas du tout axé sur la partie utilisation et besoins métiers. Donc en fait, on a un certain nombre de logiciels de maintenance, en maintenance actuellement, qui sont parfois très anciens, mais vraiment avec des langages COBOL, Fortran, des vieux langages en fait, notamment dans les banques, assurances. Et en fait, c'est vraiment des logiciels qui sont toujours maintenus actuellement par des équipes de maintenance. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette notion de concevoir fonctionnellement la solution en fonction des besoins métiers. Encore une fois, parce qu'on était axé sur la réalisation technologique. En plus de ça, il faut savoir que dans les entreprises, vous avez des managers, vous avez des organisations qui ont une certaine culture d'entreprise et certaines en fait sont restées avec une culture d'entreprise ancienne en fait, c'est pas une start-up quoi, hein. Voilà, c'est resté avec une culture d'entreprise vraiment ancienne, ce qui fait que dans ces entreprises-là, et j'en vois vraiment régulièrement, la culture du besoin métier, elle n'existe pas trop en fait. C'est l'équipe technique qui va pousser la réalisation d'un projet informatique et donc ils vont rester avec leur ancienne manière de voir les choses selon l'histoire d'informatique, c'est-à-dire on commence par la mise en œuvre technique avant de réfléchir finalement aux besoins métiers. On travaille dans un sens inverse de ce qu'on devrait actuellement et ce qui est mis en place actuellement. Il faut savoir également que ça dépend donc cette maturité-là, on va dire en termes d'analyse métier, en termes de business analyse, ça dépend des pays également. Donc en France, on a une certaine maturité, en Belgique, en Suisse, il y a une certaine maturité, mais surtout outre-Atlantique, dans les pays anglo-saxons, la maturité, elle est bien plus avancée que chez nous. Et quand vous allez dans d'autres pays, par exemple Algérie, Maroc, Tunisie, la maturité elle est encore plus en retard sur la France par exemple, ou la Belgique, la Suisse, les pays francophones, on va dire plus européens. Donc les projets de système d'information, il y en a certains qui n'ont pas de spécification fonctionnelle parce que tout simplement, à l'époque, ça n'existait pas. Où il y avait éventuellement de la modélisation,
mais qui était à but d'implémentation technologique, technique. Donc voilà pourquoi on peut ne pas avoir de spécification fonctionnelle, d'autant plus que je vous rappelle que la business analyse, c'est une discipline qui n'a été formalisée qu'il y a une quinzaine d'années seulement. Donc c'est assez récent. Vous voyez, même dans l'histoire de l'informatique, la business analyse elle-même, c'est que depuis 2004-2005. Et après, le temps soit, ça a été créé à Toronto, au Canada, par l'IBA, International Institute of Business Analysis. L'ingénierie des exigences a été créée en Allemagne à peu près au même moment. Mais le temps que ça se propage dans d'autres pays, ça a encore mis du temps. Donc voilà, tout ça fait que, eh ben oui, il y a pas mal de solutions de systèmes d'information qui n'ont pas de conception fonctionnelle, qui n'ont pas de spécification fonctionnelle. Également, j'en ai pas parlé, mais les startups, il y a plein de startups qui partent bien en tête en créant la solution sans faire de spécification fonctionnelle parce que, alors là souvent pour le coup, parce qu'ils sont ils ont travaillé avec une approche agile. Et d'ailleurs, les projets agiles, c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas de spécification fonctionnelle. Donc les projets agiles, ils se basent sur les valeurs du manifeste agile que je vous engage à les regarder si vous ne connaissez pas. Vous regardez Agile Manifesto sur Internet et vous verrez les valeurs fondamentales de l'agilité. L'agilité dit quoi? On doit créer des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Donc plutôt que de se dire d'abord je rédige tout et après seulement je réalise le logiciel, ça se trouve, il y a eu l'effet tunnel, on n'a pas fait quelque chose qui correspondait aux besoins utilisateurs, le besoin utilisateur est pris en compte en premier et seulement après on documente. Mais du coup, la dérive de l'agilité, c'est que documentation légère, ça signifie, à tort, pas de documentation du tout. Alors, dans certains projets, les user stories dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la conception fonctionnelle, ça suffit. Par exemple, si on doit faire une application web grand public, c'est pas forcément super complexe, c'est quelque chose qui est un petit peu, c'est grand public, voilà. Donc, un développeur peut, en interagissant directement avec l'utilisateur final, peut développer avec une grande qualité en fait des logiciels sans avoir besoin de documenter de manière plus pointue. Par contre, il y a d'autres projets qui sont du coup développés en agile, qui se basent sur des règles métiers qui peuvent être parfois très complexes, ou parfois également on doit faire des recherches de consensus entre parties prenantes qui ne sont pas d'accord sur l'objectif à atteindre dans la solution. Il peut y avoir aussi des intégrations complexes entre différents sous-systèmes, et également une prise en compte du risque métier, ou encore au niveau purement de l'organisation de l'équipe projet, des interlocuteurs métiers, des contributeurs métiers qui ne sont pas très disponibles, ce qui fait que l'équipe projet, l'équipe de développeurs va se débrouiller tout seul pour développer. Dans ces projets-là qui sont faits de manière agile, on va compléter la user story avec d'autres documentations, des règles métiers, des critères d'acceptance qui sont dans les user stories, cela étant, des maquettes, des prototypes, le glossaire, etc. Donc, la conception fonctionnelle, elle va déjà être plus étoffée que les simples user stories. Néanmoins, vous n'aurez pas de spécification fonctionnelle détaillée comme dans les projets non agiles, parce que tout simplement, ce n'est pas possible, étant donné l'état d'esprit de l'agilité qui fait que c'est évolutif tout le temps. Vous ne pouvez pas écrire un document, une spécification fonctionnelle, sachant que peut-être 15 jours plus tard, il faudra la réécrire. Et ça pendant un certain temps. Donc c'est pas du tout productif en fait d'écrire des spécifications fonctionnelles détaillées puisqu'elles vont forcément évoluer et bon ça serait passer énormément de temps pour rien. Tant que le développement n'est pas figé. Donc ça c'est les raisons pour lesquelles vous n'auriez pas de spécification fonctionnelle détaillée. J'ai peut-être oublié d'autres raisons mais je vous ai quand même donné les deux principales je pense. D'où la deuxième question, mais à quoi servent finalement les rétro-spécifications? Puisque, encore une fois, les spécifications fonctionnelles servent de base pour réaliser techniquement le logiciel. Pourquoi les faire a posteriori? La réponse, c'est pour la maintenance évolutive et corrective. Et honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle on doit faire des rétro-spécifications. Alors, la maintenance évolutive et corrective, elle va commencer une fois que le logiciel ou le système d'information aura été mis en production et donc une fois qu'il est utilisé par les clients, les utilisateurs finaux, par l'organisation cliente. La maintenance corrective, c'est simplement le fait de corriger un bug. Un utilisateur ou un client constate qu'il y a un bug, il va le remonter à l'équipe de maintenance technique.
Le bug, il va être analysé. Si le code, il est considéré comme OK, il a été bien écrit, c'est pas là que se situe le problème, l'équipe de dev va demander au business analyst, s'il y a un business analyst en tout cas, d'analyser finalement l'aspect fonctionnel. C'est-à-dire, est-ce que les règles métiers sont bonnes? Est-ce que la fonctionnalité a été codée de manière appropriée, etc. Et donc là, le business analyst, il va étudier tout ça. Mais imaginez qu'il n'y ait pas de spécification fonctionnelle. Comment est-ce que le business analyst va pouvoir vérifier les règles métiers? Comment est-ce qu'il va pouvoir vérifier que la fonctionnalité elle a été décrite de manière correcte ou que l'exigence non fonctionnelle est correcte? C'est super galère, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais en refaisant finalement ce qui a déjà été fait pendant la phase projet, c'est-à-dire faire de l'élicitation, donc aller recueillir une information exhaustive, fiable, vérifiée auprès des contributeurs métiers. Ça veut dire refaire des workshops, des interviews, refaire des analyses d'interface, utiliser en fait plein de techniques d'élicitation pour finalement refaire ce qui a déjà été fait en phase projet et comprendre comment fonctionne le système. Mais ça, il faut savoir que ça a déjà été fait normalement. Peut-être pas de la même manière, puisqu'encore une fois, s'il n'y a pas de spécification et que vous êtes en projet traditionnel, c'est que souvent, ça a été fait peut-être pendant la phase de réalisation de développement du projet, ou alors de manière agile. Mais en tout cas, c'est refaire quelque chose qui existe, qui a déjà été fait, sauf que c'est plus compliqué parce que quelques années plus tard, vous n'avez peut-être plus les mêmes contributeurs. Les besoins, on les a un peu oubliés parce que les besoins entre-temps de l'entreprise, ils ont changé. Donc, c'est vraiment une grosse galère quand on est business analyst de devoir essayer de comprendre l'existant. Pourquoi la solution qui ne marche pas, puisqu'il y a un bug, a été développée de telle ou telle manière, quelles étaient les règles métiers. Après, une autre solution, c'est d'aller regarder dans le code. Mais un business analyst, ce n'est pas quelqu'un de technique. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est censé aller chercher dans le code pourquoi ça a été codé de telle ou telle manière. Et même un développeur, quand il doit aller fouiller dans le code les règles métiers, parce qu'il peut retrouver les règles métiers dans le code, mais c'est quand même très galère, voilà, c'est quelque chose qui est quand même très chronophage et pour lesquels vous n'avez aucune assurance d'avoir finalement, de trouver à la fin les règles métiers et la raison pour laquelle l'existant a été codé comme tel. Et donc, corriger un bug, c'est quelque chose de très compliqué. L'idéal, forcément, c'est d'avoir des spécifications fonctionnelles parce que dedans, vous savez quelles sont les fonctionnalités, quelles sont les exigences non fonctionnelles, quelles sont les règles métiers. Vous avez dans le glossaire l'explication de la terminologie métier qui vous permet de comprendre sans ambiguïté des concepts métiers, etc. Donc ça, c'est pour la partie maintenance corrective. Maintenance évolutive, c'est tout simplement la société, l'entreprise cliente évolue, son métier évolue, ses processus évoluent et forcément son système d'information, on va lui demander d'évoluer pour suivre cette évolution économique de l'organisation. Donc là, en général, c'est un interlocuteur métier qui dit on a fait évoluer notre processus ou on a un nouveau produit, un nouveau service ou encore on utilise un nouveau logiciel qu'on veut pouvoir interfacer avec le logiciel actuel et donc on fait une demande d'évolution de ce logiciel pour s'adapter à notre nouveau besoin métier ou à une nouvelle stratégie, une nouvelle vision métier. Donc là, le business analyst, dans cette phase de maintenance évolutive, il va devoir recommander et concevoir une solution, une évolution fonctionnelle du logiciel en prenant en compte l'impact de cette évolution qui a été demandée sur la solution. Parce que le but, c'est surtout d'éviter qu'il y ait des régressions d'un logiciel qui marchait avant, sur plein de sujets. C'est d'éviter qu'il y ait des régressions de ce qui marchait avant. Et du coup des régressions qui feraient que les besoins métiers qui avant étaient satisfaits, ils ne le seraient plus. Donc il faut faire une analyse d'impact. Quand vous êtes business analyst en maintenance évolutive, vous allez faire une analyse d'impact de la demande d'évolution sur le système existant. Vous allez vérifier si ça impacte des besoins auparavant satisfaits. Vous allez également analyser si ça impacte des fonctionnalités qui marchaient avant. Et ce traçage du lien entre demande d'évolution, besoin métier d'origine, on va dire, et fonctionnalité, et cas de test, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie des exigences. Sans spécification fonctionnelle,
eh ben, là aussi, c'est impossible à faire. C'est impossible de s'en assurer. Il y a un énorme danger en fait d'avoir des régressions, des effets de bord de tout genre, donc de perdre beaucoup d'argent, de perdre beaucoup de temps, d'avoir une baisse de satisfaction des utilisateurs, etc., etc. Donc je vous passe tous les dangers qu'il y a de devoir répondre à une demande d'évolution fonctionnelle sans spécification. Et donc c'est pour ça qu'en maintenance évolutive et corrective, beaucoup d'équipes commencent par vouloir écrire des rétrospécifications. Parce que sans spécification, eh ben, on n'est pas capable de répondre dans les temps et de manière qualitative à des demandes de correction et d'évolution fonctionnelle. Il faut savoir également que tout ce qui est maintenance évolutive et corrective, c'est beaucoup externalisé dans les entreprises, ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative. Et donc dans les contrats de maintenance, par exemple la société de service qui a souscrit au contrat, enfin, qui a répondu à la demande d'une entreprise, dans le contrat, il doit répondre par exemple aux bugs critiques ou majeurs en X jours ou X heures. Il doit, c'est très très contractualisé quoi. Et évidemment, il y a des pénalités si l'entreprise maîtrise d'œuvre ne respecte pas son contrat en termes de maintenance. Donc, pour sécuriser tout ça, c'est les rétrospécifications fonctionnelles. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors simplement, quand il n'y a pas de rétrospécification, quand il n'y a pas de spécification tout court, en fait, vous allez voir malheureusement des créations d'usines à gaz, techniquement parlant, parce qu'il faudra répondre à la correction de bugs ou à la demande d'évolution. Donc en fait, il y aura vraiment une usine à gaz technique qui va se monter progressivement, ce qui va rendre la solution qui peut-être avant était facilement maintenable ou évolutive, ça va rendre cette solution de plus en plus difficile à maintenir et de plus en plus difficile à faire évoluer dans le temps. Donc de toute manière, quoi qu'il en soit, la difficulté va croissant et voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle on écrit des rétrospécifications a posteriori de la mise en œuvre du déploiement d'une solution ou d'une fonctionnalité pour toutes ces raisons-là. Il y a quand même pas mal d'explications à donner pour comprendre le contexte et que vous sachiez que si vous êtes débutant et qu'on vous demande de faire des rétrospécifications, ça m'est arrivé tout au début. Franchement, c'est pas fun, c'est pas drôle. Enfin, moi, j'aimais pas personnellement, j'aimais pas du tout. Mais en fait, il y a une vraie raison économique. C'est important pour l'équipe projet, pour l'organisation, etc. Donc, j'espère que ça va vous motiver si on vous demande de les faire, pour les faire bien, pour comprendre l'intérêt que ça a non seulement pour l'équipe de maintenance, mais également toute l'organisation. Voilà, je vais me retourner vers mon autre écran pour voir si vous avez des questions. Écoutez, je n'en vois pas, donc j'espère que j'ai été claire. Si vous en avez a posteriori des questions, n'hésitez pas à les écrire soit dans le fil de ce live, soit vous m'envoyez un email et puis j'y répondrai bien volontiers dans un live ultérieur. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé, ça permet de faire vivre un petit peu ma page Facebook, ma chaîne YouTube et puis de récompenser un peu tous mes efforts parce que c'est quand même du travail. Donc n'hésitez pas à liker ce live. Si vous avez encore une fois des questions, vous me les envoyez par mail, j'y répondrai bien volontiers. Et puis, écoutez, je vous dis à jeudi prochain pour celles et ceux qui seront en live avec moi. Et sinon, pour ceux et celles qui sont plutôt en décalé, ça sera dans le replay YouTube que je posterai la vidéo quelques jours après le live. À bientôt. Ciao tout le monde.